Tu es en état d'arrestation, grand-père. » Il n'a pas dit un mot quand ils l'ont menotté. Il a simplement regardé droit devant lui, calme, silencieux, comme si rien de cela ne le surprenait. Dans la salle d'audience, les gens murmuraient. Certains ricanaient. Une jurée leva les yeux au ciel. À leurs yeux, il n'était qu'un vieux bonhomme aigri, pris dans un conflit qu'il ne comprenait plus. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que même la juge ignorait, c'est que cet homme enchaîné avait un jour mis fin à une guerre d'un seul tir. Et le seul témoin de cette vérité portait 4 étoiles sur l'épaule, déjà en route vers le palais de justice. Le tribunal était modeste, plus petit que ce que beaucoup imaginaient. Un bâtiment de briques rouges sur 2 étages, coincé entre une bibliothèque municipale en décrépitude et un cabinet dentaire au volet fatigué, dans une petite ville du sud de la France où l'uniforme inspirait encore un respect automatique. Ce matin-là, le parking était déjà à moitié plein, avant même que le soleil ne dépasse le toit de l'église. À l'intérieur, des journalistes s'installaient discrètement au fond de la salle, sentant que cette affaire locale dissimulait une histoire bien plus vaste. L'affaire, sur le papier, était simple. Une altercation dans une station-service. Pas d'armes, pas de sang, juste une dispute entre un ancien militaire et un homme plus jeune qui affirmait que le vétéran l'avait menacé de violence. Cela aurait dû être classé sans suite. Mais quelque chose dans le silence du vieil homme mettait les gens mal à l'aise. Il n'avait pas plaidé. Il ne s'était pas expliqué. Il s'était simplement présenté à chaque convocation, seul, vêtu du même pantalon et de la même chemise, avec ce regard dans les yeux qui troublait jusqu'aux gendarmes. Certains le disaient instable, d'autres simplement usé. Une chronique locale le décrivit comme un ancien combattant déséquilibré au tempérament explosif. Personne ne mentionna son dossier militaire. Personne ne l'avait consulté. En vérité, la plupart des gens pensaient qu'il n'était qu'un vieux soldat incapable de s'adapter à la vie civile. Voilà comment on parlait de lui en ville, quand on en parlait. Il vivait seul, en bordure d'un petit bois, dans une caravane sans boîte aux lettres ni connexion Internet. Les voisins le voyaient marcher chaque matin, le dos droit, le pas mesuré, portant toujours les mêmes bottes, toujours en silence. Certains le disaient étrange. D'autres pensaient qu'il était brisé. Mais personne ne pensait qu'il comptait. À la barre, son nom était inscrit sur une simple feuille agrafée au dossier du procureur. Michel Rigal, 66 ans, ancien tireur d'élite des forces spéciales. C'était tout ce que l'on savait de lui, et pour beaucoup, c'était déjà trop. L'avocate commise d'office ne leva même pas les yeux de ses notes. Elle avait tenté de lui parler. Il n'avait rien dit de significatif. Aucun proche inscrit, aucun témoin, aucun alibi, aucune colère non plus. Juste cette tranquillité froide qui faisait que même la juge semblait hésiter avant de prononcer son nom. Le gendarme l'escorta lentement, les poignets déjà marqués par les menottes trop serrées. Il ne résistait pas, mais ses yeux restaient fixés droit devant, comme s'il avait traversé pire. Il ne semblait pas abattu, juste épuisé. Derrière la table de la défense, quelques spectateurs le regardaient comme une bête étrange. Un homme chuchota. « C'est pas le vieux qui a crié sur un gamin pour une place de parking ?» Un autre répondit. « Non, il a menacé de le descendre, je crois. » Syndrome post-traumatique, sûrement. La juge arriva. Tout le monde se leva. Le procès débuta. Tout alla très vite. Les témoins donnèrent des témoignages vagues. Un employé raconta une posture menaçante. Une femme affirma avoir entendu des paroles inquiétantes. La prétendue victime, un homme dans la trentaine, affublé d'une minerve inutile, déclara au jury qu'il avait craint pour sa vie quand le vieil homme l'avait fixé. Quand on lui demanda ce qui avait été dit, il hésita, puis lâcha. Il m'a dit qu'il pouvait me descendre à 800 mètres, sans sciller. Des murmures traversèrent la salle. La défense ne protesta pas. Michel Rigal resta immobile, impassible. Le procureur conclut avec assurance. « Mesdames et messieurs du jury, cet homme a peut-être servi la République. Mais c'était il y a longtemps. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit dans l'ombre d'un uniforme qu'il ne porte plus. Quelqu'un qui pense que son passé lui donne le droit d'intimider. Ce n'est pas du courage. C'est une menace. » La juge donna ses instructions. Le jury fut conduit en délibération. Les chaînes furent replacées à la ceinture de Michel. Des flashs éclatèrent. Les murmures se firent plus pressants.
Et personne, pas un seul individu dans cette salle, ne vit le grand véhicule noir qui s'était arrêté devant les marches du tribunal. À l'intérieur, un homme en uniforme impeccablement repassé fixait le nom gravé sur la convocation. Michel Rigal. 4 étoiles brillaient sur son col. Il ne prêta aucune attention aux journalistes, ni aux caméras. Il descendit, droit, déterminé. Le général Samuel Véron, ancien chef de la commandement des opérations spéciales, n'était pas là pour assister. Il était là pour intervenir. Il entra dans le bâtiment sans se faire arrêter. Le garde de sécurité ne demanda même pas ses papiers. Le général demanda calmement. « Salle d'audience numéro 3 ?» Sa voix était calme, mais absolue. À l'intérieur, nul ne savait encore qu'il était là. Le jury délibérait. La juge feuilletait ses notes. L'avocate tapotait sur son clavier. Le procureur consultait son téléphone. Et Michel Rigal était toujours là, immobile, les doigts posés sur la table, les yeux fixés dans le vide. Les chaînes à sa taille luisaient sous la lumière. Dans le hall, des anciens compagnons de régiment arrivaient un à un. Ils n'étaient pas là pour témoigner. Personne ne les avait appelés. Mais quelque chose dans cette affaire sentait mauvais, et cela leur suffisait. Certains n'avaient pas vu Michel depuis des décennies, mais ils étaient là. Puis, le général Véron poussa la porte de la salle d'audience. La juge leva les yeux, d'abord surprise, puis se leva d'un bond. Le silence tomba, les caméras se braquèrent, le procureur se figea. Le général ne s'adressa ni à la juge ni au parquet. Il marcha droit vers la table de la défense. Et Michel leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de mots. Pas encore. Mais quelque chose changea dans l'air. Une tension ancienne, figée depuis des décennies, sembla se briser, comme un fil tendu trop longtemps. Le général resta debout, mains jointes dans le dos. Son uniforme n'était pas là pour impressionner, mais il portait dans sa stature toute la gravité d'un homme qui n'était plus simplement un soldat, mais un témoin de ce que le monde avait préféré oublier. La juge demanda d'une voix tremblante, vacillant entre le protocole et l'émotion. « Mon général, que faites-vous ici ?» Elle connaissait son nom. Tout le monde le connaissait. Son dossier était affiché sur les murs des académies militaires. Ses victoires enseignées, ses mérites décorés. Sa présence dans cette salle de justice, sans avertissement, défiait tout ce que la procédure considérait comme prévu. Le murmure des bancs s'était éteint. Il ne restait que cette question, suspendue. Véron répondit lentement, chaque mot pesé, chaque syllabe marquant la solennité du moment. « Je suis ici parce que cet homme m'a sauvé la vie. » Un frisson traversa la salle. Même ceux qui ne comprenaient pas encore devinèrent qu'ils étaient en train d'assister à quelque chose de plus grand que le simple déroulé d'un procès. « Il ne sait pas que je suis venu. Il n'a rien demandé. Il aurait préféré que je ne vienne pas. Mais j'ai entendu parler de ce procès, et je ne pouvais pas me taire. Il n'y avait pas d'effet de style, pas de ton grandiloquent. Juste la voix posée d'un homme qui avait trop attendu pour enfin prononcer la vérité. Une vérité que personne n'avait jamais osé dire à haute voix. Dans les bancs du public, quelques vétérans se redressèrent. Certains serraient les mâchoires, d'autres baissaient les yeux. La salle retint son souffle, comme si la gravité de ce moment allait la faire basculer hors du temps. Le général s'avança, non pas pour dominer, mais pour témoigner. Il ne regardait pas Michel Rigal, toujours assis dans son box, mais bien la salle, la juge, les jurés, le peuple. Il portait son témoignage comme un drapeau, pas pour lui, pour celui qu'on jugeait injustement. Il regarda la juge, puis le public, sa voix plus grave, plus posée encore. Il y a 31 ans, à l'extérieur de Kandahar, j'étais coincé derrière un muret. Mon unité était dispersée, 2 blessés, aucune communication. Nous étions encerclés. Les tirs venaient de partout. Les communications étaient brouillées. Le sable, le vent, la fumée des incendies rendaient toute vision impossible. Il ferma brièvement les yeux, comme pour revivre l'instant. Nos chances étaient nulles. On préparait nos dernières balles. On priait ou on se taisait. Puis, d'une voix qui vibra sous la mémoire. Puis, sans un mot, un tireur d'élite a ouvert une brèche. 12 tirs, tous fatals, en moins de 5 minutes. Le 8e a évité de justesse ma gorge. Le 9e a neutralisé un homme qui pointait son arme sur un de mes blessés. Le dernier, le 12e, à 936 mètres. Cible mobile, vent latéral, sable flottant. Ce tir n'était pas humain. Il défiait les lois physiques.
Mais il a été réel. Ce tir a sauvé ma vie et celle de mes hommes. Il laissa un silence, pas pour créer l'effet, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Puis il ajouta « Ce tireur, c'était l'adjudant Michel Rigal. » Un souffle parcourut la salle comme un éclair. Des exclamations, contenues jusque-là, traversèrent les bancs. Les journalistes se figèrent. Les avocats échangèrent des regards abasourdis. On entendit même un juré murmurer un juron qu'il regretta aussitôt. Le général leva la main. Silence. J'ai lu les témoignages, j'ai vu les accusations. Mais je vous le dis, cet homme n'a jamais été une menace. Il incarne la retenue. Il n'a jamais cherché la reconnaissance. Il est resté silencieux, non pas par arrogance, mais parce qu'il a tout donné. Avec votre autorisation, j'aimerais m'adresser au jury. La juge acquiesça. Un simple signe de tête. Mais ce mouvement, pourtant minuscule, semblait porter un poids immense. Comme si, en une fraction de seconde, elle reconnaissait tout ce qui avait été tu, tout ce qui avait été enfoui sous des couches de procédure, de rapports administratifs, de silence politique. Son regard n'était plus celui d'une magistrate, mais celui d'une femme témoin d'une vérité qui la dépassait. Le général se tourna lentement vers les jurés. Il prit le temps de regarder chacun d'eux dans les yeux. Non pour les convaincre, mais pour qu'ils comprennent. Vraiment. Il parla doucement, avec une lenteur délibérée, presque douloureuse, comme si chaque mot devait être extrait d'années de silence imposé. S'il n'a rien dit, ce n'est pas parce qu'il est coupable. C'est parce qu'il est las. Il laissa flotter ce mot. Las. Un mot court mais chargé. Las de devoir toujours prouver sa valeur. Las d'être questionné, réduit à une silhouette floue qu'on préfère oublier. Las de voir son silence interprété comme un danger. Il marqua une pause. Les jurés ne bougeaient pas. Même les plus sceptiques, ceux qui regardaient Rigal avec distance en début de procès, semblaient maintenant touchés, ébranlés. « Mais moi je sais, dit-il plus bas encore. Je sais ce que c'est que de prier. Prier dans la poussière, avec le sang sur les mains, en entendant les balles fendre l'air. Et dans ces moments-là, on ne prie pas pour un héros de film. On prie pour qu'un homme comme lui soit là. Un homme comme Rigal. Pas un homme parfait, mais un homme prêt à se lever quand les autres tombent. » Puis il ajouta, sa voix se brisant presque, ravalant une émotion qui n'était pas militaire mais humaine. On n'enchaîne pas des hommes comme lui. On ne les juge pas comme des criminels. On les inscrit dans les livres d'histoire. On leur construit des ponts, pas des barreaux. On leur donne des pages, pas des cellules. Et à la stupeur générale, le général Samuel Véron s'agenouilla. Pas dans un geste théâtral, pas pour attirer la lumière sur lui, mais dans un acte de vérité nue, pas pour supplier, mais pour demander pardon. Un pardon simple, silencieux, profond, pas pour lui-même. Il savait ce qu'il avait fait, ce qu'il n'avait pas dit, ce qu'il avait laissé passer, mais pour un pays qui avait oublié. La salle entière se figea, le jury venait de rentrer. Une jurée eut les larmes aux yeux. Le procureur voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Michel resta figé. Puis il se leva, tendit la main. Le général la saisit, et dans ce geste, il n'y avait ni grade, ni uniforme. Seulement 2 hommes, frères d'armes. La juge se redressa, d'une voix brisée. En raison de ce témoignage et du contexte extraordinaire, toutes les charges sont abandonnées. Le marteau tomba. Pas avec colère, mais avec respect. Un respect lourd, taché d'années d'oubli, de silence coupable, de regards évités. Il y eut un instant suspendu, comme si même le bois du tribunal retenait son souffle. Le juge, pourtant réputé pour sa sévérité, n'osa pas soutenir le regard de l'homme qu'on venait de libérer. Un murmure parcourut la salle. Pas de soulagement, non, de honte, de prise de conscience. Les chaînes furent retirées, lentement. Cette fois, personne ne posa la main sur lui sans y mettre du respect. Pas un mot, pas un geste brusque. Chaque cliquetis de métal semblait demander pardon. Le vieil homme leva les yeux, pas pour remercier, juste pour s'assurer qu'on ne le ramenait pas encore à l'oubli. Il salua le jury. Un salut simple, ancien, celui d'un soldat qui a survécu à trop de batailles pour croire encore aux victoires. Et il sortit, lentement. Chaque pas résonnait comme une ponctuation finale à une vie que l'on avait mal comprise. Une vie jugée par fragments, par apparence, par l'ignorance confortable de ceux qui n'avaient jamais vu un champ de bataille autrement que dans les livres d'histoire. Il marcha comme on enterre quelque chose. Pas un corps, mais une époque. Une époque où les héros finissaient seuls,
oubliés, trahis. Dehors, des anciens se mirent au garde-à-vous. Certains tenaient à peine debout. D'autres pleuraient, silencieusement, les mâchoires serrées. Ils étaient venus sans invitation. Ils savaient. L'un d'eux, raide malgré sa canne, le salua. Ce n'était pas une formalité, c'était une reconnaissance. Celle qu'on n'avait jamais osé inscrire dans les livres. Les journalistes tentèrent de parler, de poser leurs questions à sensation, de capturer une dernière larme, un dernier mot, un scoop. Aucun n'y parvint. Le silence était trop lourd, trop pur pour être sali. Michel Rigal ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Son silence parlait plus fort que leur micro. Le général le suivit, non comme garde du corps, mais comme témoin. Témoin d'une vérité que même les médailles n'avaient pas su protéger. Il marchait 2 pas derrière lui, sans uniforme, sans autorité. Juste un homme qui avait enfin compris le prix du silence. Ils avancèrent ensemble vers la sortie du bâtiment, mais c'est le monde entier qu'ils semblaient traverser. Et pour la première fois depuis longtemps, Michel Rigal ne ressemblait plus à un fantôme. Il ressemblait à un homme revenu d'une guerre qui n'avait jamais pris fin. Pas celle des armes, mais celle de l'oubli, celle du mensonge, celle du mépris qu'on réserve à ceux qui ont porté le poids des décisions sans jamais être invités aux cérémonies. Il n'avait plus rien à prouver, mais le monde, lui, devait encore répondre. Parfois, un héros ne porte plus d'uniforme. Il ne défile plus, il ne parle plus, il marche juste avec son silence. Un silence qui n'est pas vide, mais plein, plein de noms, de visages, de promesses non tenues, en espérant que le monde un jour comprenne que les vraies batailles ne laissent pas toujours des cicatrices visibles, que certains survivants ne demandent ni statut ni discours, juste qu'on dise la vérité. Cette fois, quelqu'un a parlé, un général, un homme du système. Il a raconté, devant les caméras, devant le pays. Il a dit que sans Michel Rigal, 100 hommes seraient morts. Que le tir qui avait interrompu l'offensive ennemie ce jour-là n'était pas une erreur, mais un acte de génie. Un tir qui n'avait jamais été reconnu, parce qu'il venait d'un soldat qu'on voulait faire taire. Cette fois, quelqu'un s'est souvenu, pas seulement de l'acte, mais de l'homme, de ce qu'on lui avait volé, de tout ce qu'on n'avait jamais voulu entendre. Et cela a suffi. Mais le monde n'aime pas les vérités tardives. Alors quand Michel Rigal et le général montèrent dans la voiture, un hurlement fendit l'air. Une détonation, unique, précise. Un projectile traversa la vitre, frappa le général à l'épaule. Un second siffla, frôla la tempe de Rigal. Le chauffeur écrasa l'accélérateur. Les cris envahirent la place. Le tireur s'était fondu dans la foule, anonyme, rapide, préparé. À l'hôpital, le général survécut. À la télévision, les présentateurs parlaient d'un acte isolé, d'un déséquilibré. Mais dans les rues, dans les casernes, dans les cafés silencieux où se retrouvaient les anciens, personne ne crut à l'accident. Car dire la vérité, c'est réveiller des ennemis. Ce n'était pas un hasard, c'était un avertissement. Michel Rigal ne répondit à aucune interview, il ne donna aucun discours. Il retourna chez lui seul. Un petit appartement au 5e étage, sans ascenseur. Il monta chaque marche comme on gravit une montagne de souvenirs. 3 mois plus tard, il fut retrouvé dans son fauteuil, les yeux fermés, une lettre posée sur ses genoux. Elle disait « Je n'ai pas eu besoin de justice, j'ai eu besoin de mémoire. Merci à ceux qui ont su me la rendre. » Aux obsèques, aucune délégation officielle, mais une centaine d'hommes, droits malgré les années. Des visages durs, des mains usées, des yeux rouges. Ils portaient leurs vieilles médailles, parfois mal accrochées. Ils ne pleuraient pas, ils veillaient. Et dans le silence de l'église, un enfant murmura à son grand-père « C'est qui ce monsieur ?» Le vieil homme répondit « C'est celui qui s'est tu quand tout le monde criait, et dont le silence a changé l'histoire. » Cette fois, c'était suffisant, mais cela n'aurait jamais dû être nécessaire.